Bonjour, alors voici la vidéo pour compléter le chapitre 16 sur le théorème de l'énergie cinétique. Alors dans cette première partie, nous allons voir la formule qui permet de calculer l'énergie cinétique d'un système. Alors tout d'abord la notation, donc l'énergie cinétique va se noter EC, C en indice. Donc la petite lettre C est importante puisque on verra qu'il existe d'autres types d'énergie comme l'énergie potentielle de pesanteur. Et quand on calcule une énergie, donc, ou l'énergie mécanique, il faut absolument préciser quelle énergie on est en train de calculer. Donc l'énergie cinétique est une énergie liée à la masse et à la vitesse. Alors pour son unité, elle va se mesurer en joules, comme toutes les énergies, hein, avec un J majuscule comme symbole. Alors, puisque ça vient du physicien anglais James Prescott Joule, qui était à l'origine de l'effet Joule, hein, par exemple, qu'on avait vu en électricité. Alors, si on regarde de quoi dépend l'énergie cinétique, eh bien là, vous avez un graphique de l'énergie cinétique en fonction de la masse, et on voit qu'on a une droite qui passe par l'origine, hein, dans ce graphique. Donc, ça veut dire que l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. Si la masse est multipliée par 2, l'énergie cinétique est multipliée par 2. Alors, dans le deuxième graphique, on voit que l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse directement, puisque je n'ai pas une droite qui passe par l'origine, même si ça passe bien sûr par zéro, puisque c'est une énergie qui est liée à la vitesse. Donc, pour un système qui est immobile, son énergie cinétique vaudra zéro. Mais si on trace le graphique de l'énergie cinétique en fonction de la vitesse au carré, à ce moment-là, on aura une droite qui passe par l'origine. Donc l'énergie cinétique va être proportionnelle à la masse et proportionnelle à la vitesse au carré. Donc sa formule, ça va être EC est égal à 1/2 fois m fois v au carré. Alors pour les unités, il faut faire très attention aux unités avant de faire un calcul. La masse doit absolument être en kilogrammes, symbole kg, et la vitesse en mètres par seconde. Et uniquement si vous avez la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde, vous aurez l'énergie qui sera en joules. Alors attention dans les exercices, vous oubliez souvent le petit coefficient 1/2 et vous ne faites pas toujours les conversions d'unités, donc ce qui fait que vos énergies sont fausses. Les vitesses dans les exercices seront souvent données en kilomètres par heure par exemple, et donc il faut les convertir en mètres par seconde. Donc vous avez cette petite astuce, recette de grand-mère, qui permet de convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde et vice-versa. Alors ce fois 3,6 pour passer de la petite unité mètre par seconde à la grande unité kilomètre-heure, ça provient tout simplement du fait que vous avez une heure qui fait 3600 secondes et 1 kilomètre qui fait 1000 mètres. Bon, je ne vais pas détailler le calcul ici, mais ça provient de ce fait-là. Et ensuite, quand on a surtout, donc ça c'est ce que vous allez surtout utiliser en exercice, des vitesses en kilomètres par heure à convertir en mètres par seconde, on divise par 3,6. Alors, il ne faut pas oublier également de convertir les masses en kilogrammes. Alors, petite remarque, l'énergie est une grandeur qui est toujours positive ou au pire égale à 0, et elle dépend du référentiel considéré, puisque la vitesse dépend du référentiel considéré. Si vous prenez un système qui est en mouvement, par rapport à un autre référentiel, il peut être immobile. Donc la vitesse peut être égale à 0 ou peut être différente de 0. Eh bien l'énergie cinétique, ça va être la même chose. Elle pourrait être égale à 0 par rapport à certains référentiels ou avoir une valeur non nulle par rapport à un autre référentiel. Donc il faut toujours préciser par rapport à quel référentiel on calcule une énergie cinétique. Alors, vous avez ici un petit exercice d'application. Donc, je vous propose de mettre en pause pour essayer de faire les petites applications numériques et de vérifier le résultat. Alors, pour le footballeur Kylian Mbappé, 78 kg, à l'époque où j'ai fait le cours, je ne sais pas si c'est encore ça. Donc, quand il atteint sa vitesse maximale de 32,4 km/h et on doit calculer son énergie cinétique. Donc, c'est une application toute simple de la formule. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que la vitesse est en kilomètres par heure, donc il faut convertir en mètres par seconde. Donc, conversion de la vitesse en mètres par seconde, je divise par 3,6. J'ai trois chiffres significatifs, 3, 2, 4, donc je mets
3 chiffres significatifs, 9,00 mètres par seconde. Et ensuite, on applique la formule. Donc, je vous rappelle qu'il faut écrire la formule, l'expression de l'énergie cinétique. Ensuite, on remplace par les valeurs. Avec la masse en kilogrammes, c'est bon, et la vitesse en mètres par seconde. Et on obtient 3,2 fois 10 puissance 3 joules. Alors, sur la calculatrice, vous aurez 3159 joules, mais ça me fait 4 chiffres significatifs. Or, avec la masse, je n'en ai que 2. Donc, je suis obligée de donner le résultat avec 2 chiffres significatifs seulement. Donc, on est dans les 3200 joules, à peu près. Alors, deuxième exemple de calcul. Donc là, on vous demande de calculer la vitesse d'un TGV en km/h de masse 444 tonnes avec une énergie cinétique de 1,53 gigajoules. Donc là, on nous demande non pas de calculer l'énergie cinétique, on nous la donne, mais de trouver la vitesse. Alors ça va nous faire un petit peu de manipulation de formule, parce qu'en fait, la chose à ne pas faire quand on veut bien présenter le résultat, c'est pas d'écrire la formule de l'énergie cinétique et de remplacer directement les grandeurs qu'on a. Il faut une expression de la vitesse, c'est-à-dire qu'il me faut un V égal avec la formule qui permet de calculer cette vitesse. Alors déjà, on va, les deux grandeurs qu'on a, la masse et l'énergie cinétique, on va les convertir dans les bonnes unités. Donc la masse en kilogrammes, une tonne, c'est 1000 kg, donc fois 10 puissance 3 kg. Donc là, au moins, quand j'aurai besoin de faire mon calcul, la masse sera dans la bonne unité. Ensuite, l'énergie cinétique en joules. Donc j'ai 1,53 gigajoules, donc fois 10 puissance 9. Donc 1,53 fois 10 puissance 9 joules. Donc là, maintenant, je vais manipuler l'expression pour obtenir l'expression de la vitesse avant de faire le calcul. Je peux vous garantir que si vous présentez en remplaçant directement la masse et l'énergie cinétique dans la formule, sans donner l'expression de la vitesse, il y a beaucoup de correcteurs qui ne vous donneront pas les points. Ou en tout cas, ça va les mettre de très mauvaise humeur pour corriger votre travail. Donc, je pars de EC égale 1/2 fois M fois V carré. Je veux V tout seul. Donc, tout ce qui est avec V doit disparaître. Donc là, je vais commencer par le chiffre 1/2. Je veux le faire disparaître, donc je multiplie par 2 de chaque côté. Donc, 1/2 fois 2, ça va disparaître. Donc, il va me rester EC fois 2, c'est-à-dire 2 fois EC, est égal à MV carré. Donc le 1/2 déjà est parti. En fait, le 1/2, on l'a fait passer de l'autre côté, c'est devenu x2. Alors ensuite, je dois me débarrasser du M. Donc on va diviser par M de chaque côté, et on va obtenir V carré tout seul. Alors tout ce que j'écris, évidemment, il n'y a pas à écrire autant. Vous pouvez faire des étapes même de tête. L'essentiel, c'est que vous ne vous trompiez pas. Et bon, il faut détailler un minimum certains calculs, mais pas forcément en écrire autant que ce que j'écris. Donc on divise, par exemple tous les commentaires, là, il ne faut pas les écrire, bien sûr. Donc je divise de chaque côté par M, les M disparaissent, donc il me reste V carré est égal à 2 fois EC divisé par M. Donc on approche de V tout seul. Alors maintenant, qu'est-ce qui va me rester à supprimer? Eh bien le carré, parce que je veux V tout seul, je ne veux pas V carré. Et ce qui va annuler un carré, ça va être une racine carrée. Donc je vais appliquer une racine carrée de chaque côté. Et racine carrée de V au carré, ça fera V tout seul. Et j'obtiendrai bien la formule qui me permet de calculer V. Donc là, j'ai remis en rappel ce que j'avais obtenu sur la diapo précédente. Donc je mets une racine carrée de chaque côté. Racine de V carré, ça fait V. Et ça me fait une grande racine avec une fraction à l'intérieur de 2 fois EC divisé par M. Et là, vous avez votre expression, le correcteur est content et il vous mettra les points. Alors maintenant, j'ai plus qu'à faire ce qu'on appelle, nous, en physique, l'application numérique. Donc, c'est quand on applique enfin la formule qu'on a trouvée avec les données de l'énoncé. Donc, je remplace EC et M par ce qu'on a noté tout à l'heure.
Donc EC c'était 1,53 fois 10 puissance 9 et la masse 444 tonnes, donc fois 10 puissance 3. Alors si vous ne vous trompez pas avec la calculatrice, vous trouvez 83,0, j'avais toujours 3 chiffres significatifs, mètres par seconde. Alors je vous rappelle que la consigne demandait la vitesse en kilomètres par heure, donc je multiplie par 3,6 et ça me fait du 299 km/h, ce qui est la vitesse de pointe des TGV. Alors dans cette partie, nous allons voir le travail, une nouvelle notion, le travail d'une force constante. Donc on va d'abord définir ce que c'est que le travail d'une force, ensuite on va voir le travail de deux forces que l'on va rencontrer très souvent en exercice, qui sont le travail du poids et le travail d'une force de frottement. Alors tout d'abord, on va définir le travail, donc on parle du travail d'une force constante. Donc la première chose, c'est qu'on peut se poser la question de ce que c'est qu'une force qu'on appelle constante. Alors je vous rappelle qu'une force est représentée par un vecteur, par une flèche, et un vecteur a 4 caractéristiques. Il y a le point d'application, c'est-à-dire de où ça démarre. Ensuite, vous avez la direction, donc là c'est suivant cette droite particulière. Ensuite, vous avez le sens, donc suivant cette droite, on peut aller dans un sens ou dans l'autre, donc là on a décidé d'aller vers la droite. Et ensuite, vous avez la valeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la norme. Alors quand on a une force constante, en fait, 3 de ces caractéristiques seront identiques, quel que soit l'endroit où se place le vecteur. La seule chose qui va changer, c'est le point d'application. Donc là, sur le dessin que vous avez, vous voyez le vecteur f qui est représenté. Il a toujours la même direction, donc à chaque fois ce sont des parallèles, il a toujours le même sens, et la flèche fait toujours la même taille. La seule chose qui change, c'est le point d'application. Donc évidemment, cette force va se balader entre A et B, suivant un certain chemin, une certaine trajectoire, et c'est uniquement le point d'application qui change. Donc en fait, il subit toujours la même force, on applique toujours une force dans la même direction, dans le même sens et ayant la même valeur. Donc on appelle ça une force constante. Donc une force constante est constante quand sa valeur, en newton, sa direction et son sens ne varient pas au cours du temps. Donc imaginons un système se déplaçant d'un point A à un point B suivant une force F qui est constante. Alors en fait, la force F va être plus ou moins efficace dans le déplacement. C'est-à-dire qu'elle peut aider au déplacement, elle peut s'opposer au déplacement, donc freiner le déplacement, ou elle peut n'avoir aucun impact sur le déplacement et ne servir à rien en fait. Donc c'est ce que j'ai noté ici, c'est-à-dire que la force le système peut se déplacer grâce à cette force, donc force utile, malgré cette force, donc force qui s'oppose au mouvement, ou sans que cette force ait un impact sur son mouvement. Donc on applique une force sur un système qui n'a aucun impact, qui ne sert à rien dans son mouvement. Donc par la présence de cette force, en fait, ça va soit aider, soit freiner, soit ne servir à rien. Donc la force va agir d'une certaine manière. Donc le système va recevoir une énergie qu'on va appeler travail de la force F. F avec une petite flèche dessus. Donc sur le déplacement de A vers B, alors ce travail, qui est une énergie, il ne faut surtout pas l'oublier, sera noté W AB entre parenthèses F majuscule. F majuscule avec une flèche. Alors pourquoi W? Tout simplement de l'anglais work, travail. Alors, on doit préciser en général, même si parfois on a tendance à ne pas forcément le noter, mais normalement, il faudrait toujours le préciser. AB, parce que c'est sur le trajet de A vers B. Et entre parenthèses, en fait, on est en train de calculer le travail de quoi? De la force grand F. Ça dépend des forces qu'on calcule. Alors, la définition du travail, ça va être une grandeur physique qui va permettre d'évaluer l'effet de cette force sur le mouvement. Donc, elle sera en fait égale à l'énergie transmise ou retirée au système par la force qui est appliquée. Alors, pour son calcul, en fait, le travail d'une force constante, donc quand c'est une force qui n'est pas constante, c'est une expression un peu plus compliquée avec des intégrales qu'on ne verra pas au lycée, qui sera uniquement abordée dans le supérieur. Donc, quand la force est constante, en fait, on va pouvoir la sortir, ce qu'on appelle la sortir de l'intégrale, donc le calcul va être beaucoup plus facile, entre guillemets.
Donc le travail d'une force constante grand F, dont le point d'application de cette force se déplace de A vers B, va être égal au, alors ça va faire mal, au produit scalaire entre le vecteur F et ce qu'on appelle le vecteur déplacement AB. Donc le produit scalaire, ça se note comme ça en formule. Donc WAB du vecteur F, le travail de la force F, c'est égal à vecteur F scalaire vecteur AB. Donc le scalaire, ça se note comme ça, par un point. Il faut absolument écrire ce point. Et là, entre les deux, j'ai deux flèches, donc deux vecteurs. Alors, le vecteur AB, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, vous voyez là la trajectoire. Donc, on ne va pas forcément en ligne droite. On peut prendre différents chemins. Et le vecteur AB, en fait, c'est tout simplement le vecteur qui va de A vers B, comme vous avez pu voir en mathématiques. Donc, je prends le vecteur F, qui s'applique en A, qui va s'appliquer sur tout le trajet, mais je le représente, on va dire, à partir de A. Pourquoi? Parce que le vecteur AB démarre de A, donc c'est plus facile de se représenter un produit scalaire quand les deux vecteurs ont la même origine. Et vous avez vu en mathématiques, si on exprime concrètement, si on fait ce calcul entre du produit scalaire, c'est que le travail va être égal à F, donc cette fois sans flèche, c'est-à-dire c'est la norme de F, la valeur de F, fois AB, donc la longueur, fois le cosinus alpha. Alors qu'est-ce que c'est que alpha? Eh bien c'est l'angle entre les deux vecteurs. Donc ici, on le voit très bien, ça représente l'angle qu'il y a entre le vecteur F et le vecteur AB. Alors au niveau des énergies, enfin des unités, pardon, quand on va calculer cette valeur, donc W c'est une énergie comme on l'a dit, donc c'est en joules. Grand F, c'est une force, donc c'est en newton. AB, c'est un déplacement, c'est la longueur du déplacement, donc c'est en mètres. Et alpha, c'est un angle, c'est l'angle entre le vecteur F et le vecteur déplacement AB, et ça se lit bien sûr alpha. Alors, petite remarque, l'angle alpha, suivant les livres, peut parfois être noté θ, comme la température, mais ça n'est pas une température dans ces cas-là, évidemment. Alors, le produit scalaire, comme vous avez pu voir en mathématiques, c'est un produit de deux vecteurs. Parfois, c'est même noté par un fois. Mais le résultat de W, ça n'est pas un vecteur. C'est bien une valeur numérique. Puisque quand je le calcule, F fois AB fois cos alpha, je vais bien taper un calcul sur ma calculatrice et avoir un résultat chiffré. Donc F et AB sont toujours positifs, puisque ce sont AB, c'est une distance, et grand F, c'est une norme de force, donc norme toujours positive. Par contre, le travail, lui, peut être positif ou peut être négatif. Et donc, le signe du travail va dépendre uniquement de l'angle alpha. Parce que cos alpha, ça peut être positif, mais ça peut aussi être négatif. Et ça peut même aussi être égal à 0, ce qu'on va voir après. Alors, dans quel cas on a un travail positif, négatif ou nul? Donc, on a dit que ça ne dépendait que de alpha. Donc, quand alpha est compris entre 0 et 90 degrés, donc quand on a un angle aigu, 90 degrés exclus. Donc là, c'est le cas du premier dessin qui est ici. Donc cos alpha, dans ces cas-là, est forcément positif. Ça veut dire que comme F et AB sont positifs, le travail, W, est forcément positif. Alors un travail qui est positif, ça s'appelle un travail moteur. Ça veut dire qu'il va aider au déplacement. Vous avez une voiture qui est à l'arrêt, eh bien vous la poussez dans le bon sens pour qu'elle avance vers l'avant. Donc ça va faire augmenter l'énergie cinétique du système, et cette force favorise le déplacement de l'objet. Alors en revanche, si alpha, donc ça c'est le troisième cas, est compris entre 90 et 180 degrés. Donc ce cas qui est ici, donc on a un angle qui est obtus. Alors dans ces cas-là, le cosinus est négatif. Donc forcément, le travail va être négatif et en fait, c'est un travail qui va être ce qu'on appelle résistant. Donc il va faire diminuer l'énergie cinétique du système. Donc comme on ne va pas faire diminuer la masse, ça veut dire qu'il va faire diminuer la vitesse du système, donc il va le freiner.
C'est-à-dire que vous avez un objet en déplacement et en fait, vous le poussez dans l'autre sens de son déplacement. Donc forcément, vous l'obligez à s'arrêter. Donc la force qui va être exercée, si vous poussez à l'opposé du déplacement, va s'opposer au déplacement de l'objet et va le freiner. Alors on a un cas particulier qu'on rencontre très souvent en exercice, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge ici, si alpha est égal à 90 degrés. Donc dans ces cas-là, cos alpha, cos 90 degrés, ça fait 0. Donc ça veut dire que même si vous appliquez une très très grande force sur un grand déplacement, et ben fois 0 fois cos 90, ça fera un travail qui sera égal à 0. Un travail qui est nul. Ça veut dire que là, vous avez une voiture qui est en train d'avancer à l'horizontale et vous poussez à 90 degrés. Bon, ben, vous allez peut-être la déplacer, mais vous n'allez pas changer sa vitesse. Donc c'est un travail qui est totalement inefficace, qui ne sert à rien pour le déplacement, qui ne va pas modifier la vitesse. Donc dans ces cas-là, on dit que la force ne travaille pas. Et je peux en fait ne pas avoir à calculer le travail puisque je sais que ça va faire 0. Donc ça n'a pas d'effet sur le déplacement. Donc ce cas est très souvent rencontré en exercice. Donc dès que vous avez ici une force qui est perpendiculaire au déplacement, et ben tout de suite, travail égal à 0. Donc vous avez un résumé de ces trois cas ici. Donc l'angle inférieur à 90 degrés, travail moteur, on pousse dans le sens du déplacement, c'est efficace. On pousse à 90 degrés du déplacement, travail nul. On pousse à l'opposé du déplacement, on freine le système, donc travail résistant. Ça veut dire que W, le travail sera négatif. Alors, on peut démontrer que le travail d'une force constante entre deux points A et B, donc ce qui nous a permis d'établir l'expression précédente, ne dépend pas du chemin suivi entre A et B. Donc vous avez une petite animation ici qui n'est pas accessible dans la vidéo bien sûr, enfin cliquable dans la vidéo, donc je mettrai le lien dans la description. Donc elle vous permet de voir que le travail en fait va avoir toujours la même valeur quel que soit le trajet. Donc entre deux points A et B, en fait, que vous alliez directement en ligne droite, que vous fassiez cette chose-là, ou cette chose-là, vous allez en arrière, vous revenez, eh bien, si on calcule le travail, si la force est constante, donc quel que soit le déplacement, mais si la force est constante, eh bien, on obtiendra toujours la même valeur à la fin. Alors ça peut se démontrer avec l'expression originale du travail avec des intégrales, mais ça, c'est pas au programme, ça ne sera abordé que dans le supérieur. Alors, vous avez un petit exemple d'application numérique sur le calcul de ce travail, donc n'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir faire ce petit calcul. Alors, pour la correction, donc on a le travail d'une force motrice de 120 newtons appliqué à un système sur une distance de 2 km. Alors déjà, dès que j'ai une force motrice, je sais tout de suite que l'angle entre les deux forces est compris entre 0 et 90 degrés et que le travail doit être positif. Alors après, quand c'est entre 0 et 90 degrés, je ne sais pas exactement combien. Donc là, on me dit que la force est parallèle au déplacement. Ça veut dire qu'en fait, on a la force qui est directement comme ça, parallèle au déplacement. Donc on pousse, c'est là où ça va être le plus efficace, on pousse directement dans le sens du déplacement. Donc dans ces cas-là, l'angle entre la force F et le déplacement vaut 0. Donc le cosinus de alpha, c'est le cosinus de 0. Et ça fera 1 sur la calculatrice. Donc là, j'ai bien la force en newton et j'ai la distance qui est en kilomètres. Donc attention à convertir en mètres, bien sûr. Donc alpha est égal à 0, comme je l'ai dit. J'écris l'expression du travail, grand F fois AB fois cosinus de alpha, et je remplace pour faire le calcul. Donc grand F, c'est 120 newtons, AB, c'est 2 km, donc 2 fois 10 puissance 3 mètres, et cosinus de alpha, c'est-à-dire cosinus de 0. L'angle entre grand F et AB vaut 0. Donc quand vous tapez tout ça sur la calculatrice, vous trouvez 2,4 fois 10 puissance 5 joules.
Alors maintenant, on va voir l'expression du travail du poids. Donc le poids, hein, qui est une force qui est celle de l'action de la Terre sur tous les objets qui l'environnent. Donc dans tous les exercices, vous aurez le poids qui va agir, à moins qu'on soit perdu au milieu de l'espace, hein. Donc on va avoir besoin de cette expression et on va la démontrer et elle nous sera utile dans la plupart des exercices. Donc là, on va considérer un système qui se déplace d'un point A d'altitude YA. Donc là, vous voyez qu'on a l'axe des altitudes Y qui monte vers le haut. Ça, c'est important parce que dans certains exercices, on pourrait le représenter descendant, hein, donc la pointe vers le bas, ce qui n'est pas naturel en mathématiques, mais en physique qui ne nous pose pas trop de problèmes, hein, même si en général, on représente toujours l'axe Y qui monte vers le haut. Donc là, j'ai un point A d'altitude YA et un point B d'altitude YB. Alors vous remarquez que je n'ai pas mis les abscisses, hein. Il y a une raison, c'est parce qu'en fait, au final, on va s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de ces abscisses. On n'a besoin que des altitudes. Alors après, là, je l'ai représenté un avion qui descend, mais il faut savoir que l'expression qu'on va obtenir sera identique que le système monte ou descende. Alors, ce système est placé dans un champ de pesanteur, ce qu'on appelle G, ça veut dire qu'il est soumis à l'attraction de la Terre, tout simplement, avec un vecteur G, en fait, qui a pour norme 9,81 newtons par kilogramme et qui descend. Alors, on en verra beaucoup plus dans le chapitre sur les champs, hein, le champ électrostatique et le champ de pesanteur. Donc pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que le système est soumis à son poids et que l'expression du vecteur poids, c'est m fois ce vecteur champ de pesanteur. Et qu'en norme, ça s'écrit P égale m fois g, hein, vous retrouvez l'expression que vous connaissez. En fait, en vecteur, c'est la même chose avec une flèche sur P et sur G. Alors, je veux calculer le travail du poids sur le déplacement de A vers B. Donc, je repars de son expression de définition. Donc, on note bien, hein, AB en indice et P entre parenthèses. Donc, c'est égal à P scalaire AB. Alors, ensuite, c'est égal, on l'a vu aussi, à la norme de P fois la distance AB fois le cosinus de alpha. Alpha étant l'angle entre le poids et le vecteur déplacement AB. Alors ensuite, on va remplacer P par son expression m fois g. Donc ça va me donner m fois g fois AB fois cosinus toujours de alpha. Alors en fait, pour calculer son expression, on va se débarrasser de ce cosinus alpha, hein, on va essayer de l'exprimer autrement. Et rappelez-vous, le cosinus, hein, SOHCAHTOA, votre petite astuce là, ça s'exprime avec le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors pour ça, il nous faut un triangle rectangle. Et bien ça tombe bien parce que j'ai mon vecteur déplacement qui est là, j'ai le poids qui est à la verticale qui descend, et donc si je le prolonge, eh bien j'ai un magnifique triangle rectangle qui est en train de se dessiner, avec le point H ici, hein, qui serait l'angle droit. Donc dans le triangle rectangle AHB, on va avoir le cosinus de alpha qui va être égal, alors au côté adjacent, hein, le côté adjacent ça va être celui-là, je trace des traits qui ne sont pas très droits, désolé, donc AH divisé par l'hypoténuse AB. Alors, AB, on va le laisser comme ça pour l'instant, mais on va exprimer AH en fonction des altitudes. Donc, l'altitude AH, ça va être égal à YA moins YB. Hein, tout simplement, vous notez à partir de 0, vous faites YA comme ça, moins YB, eh bien vous avez bien la distance entre YA et YB. Donc j'ai bien AH. Alors maintenant, je vais remplacer en fait le cos alpha de cette expression par ce machin qui est ici. Donc on recopie, donc c'est m fois g fois AB, fois, donc à la place de cos alpha, je mets YA moins YB divisé par AB. Et tiens, comme par magie, on trouve AB ici et ici, au numérateur et au dénominateur. Donc ça, on aime bien, ça veut dire que ça va pouvoir se supprimer, se simplifier. Et je vais trouver une expression qui ne dépend plus de alpha,
qui va dépendre de la masse, du champ de pesanteur et des altitudes, et qui va être égal à m fois g fois YA moins YB. Entre parenthèses, bien sûr, hein, très important. Alors attention, cette expression n'est valable que si Y est orienté vers le haut. Hein. Si Y est orienté vers le bas, en fait, ça ne marche plus. Il y a des signes moins qui viennent s'intercaler et donc on n'aime pas les signes moins. Donc on va les supprimer. Donc il faut bien orienter Y vers le haut. Donc on va pouvoir noter en rouge l'expression du travail du poids. Donc le travail du poids exercé sur un système se déplaçant d'un point A d'altitude YA à un point B d'altitude YB a pour expression WAB de P est égal à M fois G fois, entre parenthèses, YA moins YB. Alors au niveau des unités, on a le travail toujours en joules, ça ne change pas, la masse c'est une énergie, la masse en kilogrammes, les altitudes en mètres, et G, si on est sur Terre en tout cas, hein, si on est sur Mars ou sur Vénus ça change, mais si on est sur Terre, c'est 9,81 newtons par kilogramme. Alors évidemment ce sera donné dans la consigne. Alors ce qui est bien c'est que cette expression est valable quelle que soit la trajectoire du système, car comme on a vu, le travail d'une force constante ne dépend pas de la trajectoire du chemin qui est suivi. Et le poids est une force constante, en tout cas dans la première approximation. Donc elle ne va dépendre que de l'altitude de départ, de où on démarre, et de l'altitude d'arrivée. Donc dans ces cas-là, on parle de ce qu'on appelle de force conservative. Donc elle conserve en fait, on a une force constante et ce travail va se calculer beaucoup plus simplement sans prendre en compte le chemin qui est suivi. Donc ça simplifie beaucoup les calculs. Alors des petites remarques sur cette expression. Donc vous remarquez qu'on fait YA moins YB et que YA c'était l'altitude de départ. Ça veut dire qu'on fait toujours hein, ce que vous devez noter dans votre tête, c'est altitude du point de départ moins altitude du point d'arrivée. Surtout pas d'inversion. Donc on peut regarder ce qui se passe quand on monte ou quand on descend. Donc quand on descend, comme dans le cas de mon avion tout à l'heure, j'ai bien YA qui est au-dessus de YB. Donc YA est plus grand qu'YB. Ça veut dire que si je fais YA moins YB, c'est positif. Donc le travail du poids, puisqu'il est égal à M, la masse est positive, G est positif. Donc YA moins YB, si c'est positif, W sera positif. Donc le travail du poids, c'est positif. Donc quand un travail est positif, on a déjà vu, c'est un travail moteur. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le poids favorise la descente. Eh bien oui, hein, ça va aider à la descente, ça va favoriser cette descente. Alors dans le cas d'une montée, ça va être exactement l'inverse. Donc YA moins YB sera négatif parce que YA sera en dessous de YB. Donc dans ces cas-là, le travail du poids sera négatif, ce sera un travail résistant. Donc le poids freine la montée. Hein. C'est bien parce que on a l'attraction de la Terre qui a tendance à tirer vers les objets vers le bas, que quand on veut le monter, eh ben, il faut fournir plus d'énergie pour contrer cette force. Alors, autre remarque, la différence d'altitude YA moins YB va tout simplement parfois se noter H, la hauteur, tout simplement. Donc le travail du poids s'exprime alors plus simplement, donc on aurait WAB qui est égal à M fois G fois H. Alors attention à cette expression qui paraît beaucoup plus simple, hein, MGH, il faut bien savoir que ce travail doit être positif dans le cas d'une descente et négatif dans le cas d'une montée. Hein, et ce qui n'est pas toujours exprimé quand on note H. Hein, on a toujours tendance à noter H comme positif. Mais on peut avoir un travail résistant. Alors, autre remarque, l'axe Y est parfois remplacé par l'axe Z. Donc dans ces cas-là, j'aurai W est égal à M fois G fois ZA moins ZB, ce qui ne change rien au calcul qu'on peut faire. Alors maintenant, on a l'expression d'une autre force qu'on rencontre très souvent dans les exercices également, qui est le travail d'une force de frottement d'intensité constante. Alors, le travail d'une force d'intensité constante, alors la force de frottement
va se noter en général F avec une flèche, subi par un système va être en permanence parallèle au déplacement et de sens opposé à ce dernier. Ça veut dire que si je pars d'un point A ici, à un point B ici, et que je ne vais pas forcément en ligne droite, mais imaginons que je fasse ce chemin qui est ici, eh bien si j'ai une caisse par exemple que je m'amuse à traîner suivant ce chemin-là, eh bien à ce moment-là, la force de frottement va être toujours, va s'opposer au déplacement, donc elle va être dirigée par exemple comme ça, et elle sera toujours parallèle au déplacement. Donc là, elle sera comme ça, là, elle sera comme ça, là, elle sera comme ça. Alors, je parle d'une force d'intensité constante, ça veut dire que sa norme est toujours la même. Hein. J'ai par exemple toujours 200 newtons en force de frottement. En revanche, donc par contre, la direction n'est plus la même. Hein. Tous mes petites flèches rouges que j'ai dessinées ne sont pas toujours parallèles. Donc cette fois-ci, eh ben, ça ne va pas être une force conservative et je ne peux pas mettre une expression générale, quel que soit le déplacement. Hein, ça va dépendre du chemin suivi, ça va dépendre du déplacement, donc l'expression peut être un peu plus compliquée. Alors nous, on va voir une expression qui sera valable dans beaucoup d'exercices, uniquement quand j'ai un déplacement rectiligne AB. Ça veut dire que je vais du point A au point B en ligne droite. Voilà, je vais en ligne droite comme ça. Et donc dans ces cas-là, ma force de frottement, elle est toujours parallèle au déplacement, donc dirigée avec cette fois toujours sa valeur qui est identique, mais la direction cette fois sera toujours identique. Donc là, j'aurai vraiment une force constante. Et ça n'est valable que quand on a des déplacements rectilignes. Et dans les exercices, ce sera toujours le cas en première. Donc dans ces cas-là, l'expression du travail d'une force de frottement. Donc ça se note WAB de petit f cette fois. Attention, c'est pas n'importe quelle force, c'est une force de frottement. Donc comme on a vu par définition, c'est F scalaire AB. Et comme F et AB sont toujours parallèles l'un à l'autre, ça va être égal à F fois AB fois le cosinus de alpha. Alors, on va développer un peu cette expression sur la prochaine page. Donc, on avait, je vous rappelle, F fois AB fois cos alpha. Et là, vous voyez, hein, j'ai un dessin du déplacement de A vers B, donc déplacement rectiligne, et la force de frottement qui s'oppose à ce déplacement. Hein, ça frotte, ça gêne le mouvement. Donc dans ces cas-là, l'angle entre le vecteur AB et la force de frottement vaut 180 degrés. Donc quand on a 180 degrés, eh bien cos de 180, ça fait moins 1. Donc comme j'avais le travail W qui est égal à F fois AB fois cos alpha, eh bien cos alpha ça fait moins 1. Donc je vais avoir une expression qui va être beaucoup plus simple. Dans ce cas, WAB de la force de frottement sera égal à moins F fois AB, hein, puisque cos alpha fera moins 1, cos 180 degrés fois moins 1. Alors ça n'est valable uniquement que dans le cas d'une force d'intensité constante, ça frotte toujours de la même manière, et surtout sur un déplacement rectiligne. Si le déplacement n'est pas rectiligne, je ne peux pas appliquer cette expression. Mais ça tombe bien, dans les exercices, ce sera toujours un déplacement rectiligne. Alors, au niveau des unités, quand vous avez cette expression, le travail est en joules, la force de frottement est en newton et le déplacement est en mètres. Alors, petite remarque, vous voyez que F ici est toujours positif et AB c'est une distance toujours positif. Et vous avez un moins ici. Ça veut dire que le travail de la force de frottement est négatif, donc la force de frottement s'oppose toujours au déplacement. Alors, le travail de la force de frottement, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, dépend du chemin suivi. Donc là, l'expression, je rappelle, qui est donnée n'est valable que pour un déplacement rectiligne. Donc comme ça ne marche pas quand le déplacement n'est pas rectiligne, on a une autre expression, on parle d'une force non conservative. Et c'est la raison pour laquelle on ne considérera que des déplacements rectilignes dans nos exercices.
Alors maintenant qu'on a l'expression du travail, du poids, des forces de frottement et de n'importe quelle force de manière générale, on va pouvoir voir un théorème qui permet de résoudre plein d'exercices. C'est un vrai bazooka pour résoudre des exercices, hein, qui est le théorème de l'énergie cinétique. Alors, l'énoncé du théorème qu'il faut connaître par cœur, enfin surtout la formule bien sûr, hein. Alors, il faut situer un petit peu de quoi on parle. Donc, on considère un système qui se déplace d'un point A à un point B. Alors, ça veut dire qu'on a une énergie cinétique du point de départ, ECA, et une énergie cinétique du point d'arrivée, ECB. Alors, le théorème de l'énergie cinétique nous dit que, ça c'est la phrase, hein, ça se traduit en phrase, mais vous n'êtes pas obligé de savoir cette phrase. Ce qui compte surtout, c'est la formule. Mais il faut savoir que avant, dans les livres d'ailleurs, on notait beaucoup moins de formules et tout était noté sous forme de phrases, hein. Donc la variation d'énergie cinétique, variation qui va tout de suite se noter delta, hein, donc l'énergie cinétique d'arrivée moins l'énergie cinétique de départ, donc du système entre les points A et B va être égale à la somme des travaux des forces qu'il subit au cours de son déplacement. Donc on additionne en fait toutes les forces tous les travaux des forces qui vont s'appliquer sur un système. Alors des fois c'est des forces qui favorisent, qui seront positives, dont le travail sera positif. Des fois c'est des forces qui ne servent à rien, donc travail égal à 0. Et des fois ce sera des forces qui s'opposent au déplacement, donc travail négatif. On additionne tout ça et c'est ça qui va jouer sur la vitesse, donc c'est ça qui va donner une variation d'énergie cinétique. Alors concrètement, ça se traduit en formule par delta EC, donc delta c'est toujours l'arrivée moins le départ, donc ECB moins ECA, qui est égal à la somme des travaux des forces. Alors la somme, ça se note mathématiquement sigma. Donc sigma, hein, ça représente une somme en mathématiques, donc c'est la somme des travaux de toutes les forces qui s'appliquent entre A et B. Donc delta, vous voyez, il y a pas mal de lettres grecques, enfin il y en a deux ici, hein, donc delta majuscule variation, sigma, hein, c'est la somme, donc ça veut dire le travail de la force numéro 1 plus le travail de la force numéro 2 plus etc. Toutes les forces, tous les travaux des forces. Alors les deux sont égaux, donc les deux sont comme la variation d'énergie cinétique est une énergie, donc ça s'exprime en joules, et les travaux des forces s'expriment en joules également, donc tout est en joules. Alors, si on fait le bilan, si la somme des travaux des forces appliquées au système est positive, ça veut dire qu'on a des forces efficaces. Donc, ça va augmenter la vitesse. Donc, ça va augmenter l'énergie cinétique. Donc voilà, la valeur de la vitesse va augmenter. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qui permet de lier, hein? Il permet de relier la somme des travaux des forces qui s'exercent sur un système à la variation de sa vitesse. Voilà, alors maintenant, on va tout de suite voir deux exemples d'application, deux exercices. Alors, l'exemple numéro 1, ultra classique, hein, la chute libre sans vitesse initiale. Donc, vous avez un objet que vous lâchez, hein, vous ne le lancez pas, vous le lâchez, donc forcément, si on le lâche, il ne va pas monter, il va descendre, hein. Pour monter, il faut le lancer, il faut lui donner une certaine vitesse. Donc, ici, j'ai un pot de fleurs, ça peut être n'importe quel objet qui tombe, ça marche de la même manière. Donc on me donne sa masse, 800 grammes, posée sur le rebord d'une fenêtre, on donne un petit contexte, qui tombe du 5e étage d'un immeuble, hauteur 15 mètres. Alors si il est sans vitesse initiale, on nous donne dans la consigne quelque chose qu'on n'est pas obligé de donner, hein, vous pouvez le deviner, ça veut dire que sans vitesse initiale, la vitesse initiale est égale à 0. Et les frottements dus à l'air sont négligeables. Donc ça veut dire que forcément ça frotte dans l'air, hein, quand ça tombe. Et très souvent en mécanique, on néglige ces frottements. C'est valable dans une certaine mesure, hein, si la vitesse n'est pas trop élevée. Parce que dès que la vitesse commence à être importante, en fait les frottements ne sont pas du tout négligeables et les résultats qu'on obtient en négligeant ces frottements ne seront pas bons du tout, hein. Mais là, dans beaucoup d'exercices, on néglige ces frottements dus à l'air en tout cas.
Donc on nous demande de calculer la vitesse avec laquelle le pot de fleurs arrive au sol, donc la vitesse à l'état final, hein, au point B. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique au pot de fleurs, donc entre son point de départ A et le point d'impact B, hein, on espère que ce ne soit pas sur la tête du monsieur. Donc première chose à faire, on recopie la formule. Delta EC est égal à ECB moins ECA, qui est égal à la somme des travaux des forces. Alors, il faut découper en 3 parties. Donc, pourquoi? Parce que déjà, je vais exprimer les énergies cinétiques, ECB et ECA, première partie. Deuxième partie, je vais exprimer les travaux des forces. Et troisième partie, eh ben, on va faire une égalité entre tout ça. Donc là, je vais commencer par les énergies cinétiques. Donc, on décompose en 3 parties. Donc, première partie, l'énergie cinétique au point A. Alors, l'énergie cinétique, c'est toujours 1/2 de m fois VA carré. Alors, vitesse initiale égale à 0. Donc, je n'ai même pas besoin de faire le calcul. C'est égal à 0 joules, car la vitesse initiale est nulle. Alors, deuxième énergie cinétique, celle du point d'impact. ECB est égal à 1/2 fois m fois VB au carré. Alors, je ne peux pas aller plus loin parce que justement, je cherche VB. Je ne sais pas combien ça fait, donc je ne peux pas modifier quoi que ce soit, ni simplifier, ni faire quelque chose dessus. Je m'arrête là. Bon, j'ai déjà une première énergie cinétique qui vaut 0, hein, donc ça c'est déjà bon, ça va déjà me simplifier la vie. Alors maintenant, deuxième partie sur la page 5, les travaux des forces. Donc la seule force qui agit si on néglige les frottements, c'est uniquement le poids. Hein, c'est ça qui fait que le pot de fleurs tombe. Donc on va noter la formule qui permet de calculer le travail du poids. Donc la seule force qui agit est le poids, car les frottements de l'air sont négligés. Donc ça, il faut écrire, hein, que les frottements de l'air sont négligés. Donc je note sa formule qui n'est pas à démontrer. WAB du vecteur P est égal à M fois G fois YA moins YB. Alors ici, YA moins YB va être positif, puisque YA est plus haut au début que YB. Donc je peux remplacer par M fois G fois H, MGH, sachant que H ici sera positif. Alors, donc c'est positif, hein. Ce travail est positif car le poids est une force motrice, c'est ça qui va aider à la chute, justement. Donc maintenant, j'ai les deux expressions. Vous remarquez que pour l'instant, je ne fais aucune application numérique, puisque l'application numérique, c'est toujours à la fin, quand j'aurai VB égale avec l'expression qui me permet directement de faire ce calcul. Donc, je reprends le théorème. ECB moins ECA égale, cette fois, 1/2 de m fois VB au carré, moins 0, puisque ECA est égal à 0. Donc ça simplifie déjà. Qui est égal au travail du poids, c'est-à-dire m fois g fois h. Alors, on peut noter sans les fois, hein, parce qu'on commence à devenir grand. Donc, 1/2 fois 1/2 de mvb carré est égal à mgh. Alors, on va isoler vb pour avoir vb égal. Donc, j'ai déjà le 1/2 qu'on va supprimer. Donc, pour ça, je vais multiplier par 2 de chaque côté pour supprimer le 1/2. Voilà, le 1/2 s'en va. Donc, il me reste MVB au carré est égal à 2MGH. Alors, on voit tout de suite quelque chose qui nous arrange beaucoup. Donc là, évidemment, j'écris beaucoup. On n'est pas obligé d'écrire autant. Les M s'annulent, donc ça ne va pas dépendre de la masse du pot de fleurs. La vitesse, si on néglige les frottements, bien sûr. Donc, il va me rester VB au carré est égal à 2GH. Et alors en TP, oui, le TP sur ce chapitre, on a bien montré que la vitesse au carré était proportionnelle à la hauteur, donc on retrouve cette expression. Alors, on avait VB au carré qui est égal à 2GH, donc pour avoir VB, je mets une racine de chaque côté, ce qui me fait VB, l'expression de VB qui est égale à racine de 2GH. Et je peux seulement faire l'application numérique
VB est égal à racine de 2 fois G, donc 9,81, fois la hauteur 15 mètres, ça me fait 17,1 mètres par seconde. Donc, petite remarque, on constate que la vitesse au moment de l'impact ne dépend pas de la masse de l'objet. Ça veut dire qu'un objet de 10 kg arrivera à la même vitesse qu'un objet de 50 grammes, ce qui paraît très bizarre à première vue et pas naturel du tout. Et ça, c'est normal que ce ne soit pas naturel parce que ça n'est vrai que si on néglige les frottements de l'air. Et il faut savoir qu'ils sont rarement négligeables, comme je l'ai dit, donc en réalité, si on prend en compte ces frottements, et dans la réalité, quand on lance un objet, on voit bien que ça va avoir un énorme impact sur la vitesse de ces objets. Et on n'aura pas forcément la même vitesse suivant la masse de l'objet, parce que la forme de l'objet, les frottements qu'il va y avoir vont avoir un impact. Alors voici le deuxième exemple, donc distance d'arrêt. Donc Tom se balade en overboard lorsqu'un chien surgit sur la route et l'oblige à freiner pour ne pas le percuter. Donc le début du freinage se situe au point A, où l'overboard a atteint sa vitesse, la vitesse VA égale 5 mètres par seconde, et au point B, son overboard est à l'arrêt, donc ça nous indique tout de suite que la vitesse VB est égale à 0. Donc déjà, on a les deux vitesses au point A et au point B, donc on a les deux énergies cinétiques. Ensuite, on suppose que la route est supposée horizontale, mouvement rectiligne, donc on aura l'expression des forces du travail des forces de frottement qu'on va pouvoir utiliser, et le système Tom plus overboard a une masse de 60 kg. Donc n'hésitez pas à mettre en pause pour tenter de répondre aux différentes questions avant de regarder la correction. Alors, première question, définir le système et le référentiel d'étude. Donc ça, parfois, on vous la pose comme question, et si on ne vous la pose pas, de toute façon, il faut l'écrire. C'est le préambule à tout exercice de mécanique. On définit le système, on définit le référentiel d'étude. Alors, le système, de toute façon, il est noté ici, dans la consigne, puisqu'on prend la masse des deux, de la personne plus de l'overboard. Donc, le système étudié est l'ensemble Tom plus overboard, qu'on assimile à un point M. C'est toujours le système, le modèle du point matériel, et le référentiel, quand on ne sait pas, de toute façon, c'est le référentiel terrestre. Tous les exercices de mécanique que l'on fera, de voitures qui s'arrêtent, de pots qui tombent, ou peu importe, c'est toujours référentiel terrestre. Alors, deuxième question, quelles sont les forces qui s'appliquent au système pendant le freinage? Donc, vous êtes un peu aidé puisqu'il y a un petit dessin ici de toutes ces forces. Donc, on a comme force, la première, c'est le poids, de toute façon, qui est toujours présent. Il faut donner les caractéristiques de chaque force, donc diriger à la verticale vers le bas. Donc, toutes ces forces, de toute façon, s'appliquent au point M, donc elles démarrent du point M, et donc on doit donner la direction et le sens. Donc, verticale, horizontale, si c'est penché, quel angle, etc. Et vers le haut, vers le bas, droite, gauche, etc. Alors ensuite, on a une autre force, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, mais qui est aussi présente, qui s'appelle la réaction du support, qui se note R majuscule comme réaction. Alors en fait, c'est une force qui intervient dès l'instant où quelque chose est posé sur une surface. Vous posez une trousse sur une table, la trousse ne va pas s'enfoncer dans la table. La table va opposer une certaine résistance. Vous posez une chaise sur le sol, la chaise ne va pas s'enfoncer dans le sol. Et là, le sol oppose une certaine résistance. Et donc cette réaction du support est présente dès que quelque chose est posé sur un support. C'est comme si le support réagissait et il s'opposait à ce qu'on s'enfonce à travers ce support. Donc cette force est dirigée, ça vraiment il faut le savoir, elle est toujours perpendiculaire au support. Donc là par exemple vous avez un objet posé sur une table, donc perpendiculaire au support, à la verticale vers le haut. Donc ça monte tout droit à la verticale. Là, si vous avez une table penchée, ici, c'est toujours perpendiculaire à la table. Donc forcément, ça va être un peu penché par rapport, je dirais, à un référentiel extérieur. Donc à la verticale, vers le haut, perpendiculaire au support. Alors ensuite, on a
une troisième force qui va s'exercer, donc elle n'est pas explicitée clairement dans la consigne, mais dans la consigne, on ne dit pas que l'on néglige les frottements. Donc, si on ne dit pas qu'on néglige les frottements, ça veut dire qu'on ne peut pas les négliger, qui sont forcément toujours présents. Alors, ces frottements, c'est l'overboard qui frotte sur la route, et donc ils vont freiner un peu l'overboard. Hein, ce qui fait que quand on le lance tout seul comme ça, lancer un ballon, il ne va pas continuer indéfiniment. Les frottements vont faire qu'il va s'arrêter. Donc, il s'oppose au mouvement. Et donc, cette force petit f de frottement, c'est ça qui va permettre le freinage. Donc en plus, naturellement ça freine, mais en plus, il y a peut-être un mécanisme de freinage. Et donc ils sont dans le sens du déplacement. Donc on a un mouvement rectiligne horizontal et dans le sens opposé au déplacement. Donc si on suppose qu'il se dirige de la gauche vers la droite, eh bien, la force de frottement ira dans l'autre sens. Alors ensuite, une fois qu'on a ces trois forces, on va donner l'expression des travaux de chacune de ces forces entre les points A et B. Donc il faut reprendre chaque force et donner l'expression soit générale, si on n'a pas vu l'expression du travail en cours, soit l'expression qu'on a vue en cours, comme pour le poids et les forces de frottement. Alors pour le poids, qu'est-ce qu'on a? WAB de P est égal à M fois G fois YA moins YB. Alors ici, on est sur un déplacement horizontal. Ça veut dire que l'altitude entre le point A et le point B est la même. Hein, quelle que soit la référence que vous prenez pour l'altitude, on a bien la même altitude, YA égale YB. Donc ça veut dire que YA moins YB égale 0. Hein, on a YA moins YB égale 0. Et donc, forcément, le travail du poids est égal à 0. Hein, c'est-à-dire que le poids n'aide pas au déplacement. Hein, en fait, on a le poids qui est, le vecteur du poids qui est perpendiculaire au déplacement, donc c'est une force qui ne travaille pas. Hein, donc le déplacement est horizontal, YA égale YB. Alors, on peut aussi revenir à la définition, hein, donc P fois AB fois cosinus de 90, donc 90, c'est l'angle entre le poids qui est dirigé vers le bas et le déplacement qui est dans ce sens-là. Donc le poids ne favorise pas le déplacement ni ne le freine, donc le travail du poids vaut 0. Ensuite, la réaction du support. Donc là, on revient à la définition. Donc vecteur R scalaire vecteur AB. Donc c'est R fois AB fois cosinus de 90, puisque la réaction du support, elle est verticale, dirigée vers le haut. Mais que ce soit dirigé vers le bas ou vers le haut, c'est vertical, comme le poids. Donc l'angle avec le déplacement AB et la réaction du support, c'est toujours 90 degrés. Hein. Donc ces deux forces, poids et réaction du support, en fait, ne travaillent pas. Donc ça fait déjà deux travaux qui valent 0 et qui sont réglés. Donc finalement, la seule force qui va avoir une influence sur le mouvement, c'est le frottement, hein, puisque c'est en freinant que ça va faire diminuer la vitesse et arrêter l'overboard. Donc, les forces P et R ne travaillent pas, car elles sont perpendiculaires au déplacement. D'ailleurs, on pourrait très bien, hein, je termine sur ces deux forces, on pourrait très bien se contenter uniquement de cette phrase-là. Hein, c'est une justification qui est suffisante. On a deux forces qui sont perpendiculaires au déplacement, donc par définition, leur travail vaut 0. Donc, il nous reste le travail de la force de frottement. Donc, comme on a vu en cours, le travail de la force de frottement quand on a un déplacement horizontal et rectiligne, c'est WAB de F est égal à moins F fois D. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire la première expression qui revient à la définition. Hein, F fois AB fois cosinus de 180. Pourquoi 180? Je vous rappelle, parce que la force de frottement, elle est exactement dans l'autre sens par rapport au déplacement AB. Donc l'angle entre les deux vaut 180 degrés, tout simplement. Donc c'est moins F fois D. Et c'est la seule force qui travaille. Donc
avec le théorème de l'énergie cinétique, il ne va pas y avoir grand-chose qui va rester finalement, puisque dans les trois forces, on en a deux qui ne travaillent pas. Alors, dernière question, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, exprimez la distance d'arrêt D, et ensuite on nous demande de faire une application numérique, sachant que la force de frottement vaut 200 newtons. Donc là, il faut absolument, c'est obligatoire, donner l'expression de la distance d'arrêt D. On veut une formule D égale. Et on n'a fait aucun calcul avant avoir l'expression D égale. Donc, on va appliquer ce théorème d'énergie cinétique. Alors, on n'a pas encore précisé quelles étaient les valeurs des énergies cinétiques. Donc, au point B, il est à l'arrêt. Hein, il s'est arrêté juste avant de percuter le chien, donc ça c'est très bien. Et donc, comme il est à l'arrêt, son énergie cinétique vaut 0. Donc, au point B, Tom et son overboard sont à l'arrêt, donc ECB est égal à 0 joule. Alors, il nous reste l'énergie cinétique en A, puisqu'il avait une vitesse de 5 mètres par seconde au point A, au point de départ. Alors, on écrit le théorème de l'énergie cinétique entre les points A et B, donc ça, il faut l'écrire. La variation d'énergie cinétique ECB moins ECA est égale au travail du poids plus le travail de la réaction du support plus le travail de la force de frottement. Et là, on a beaucoup de termes qui vont s'annuler, comme on l'a vu. Donc, l'énergie cinétique en B vaut 0 puisqu'il est à l'arrêt. Le travail du poids et le travail de la réaction du support valent 0 puisque ce sont deux forces perpendiculaires au déplacement. Et donc, il ne nous reste pas grand-chose. Voilà, ça s'annule. Et si on fait le bilan, il nous reste le travail de la force de frottement qui est égal à moins ECA. Alors attention, attention, à ce moins, il est toujours là, il n'a pas disparu et on le retrouve ici. Donc, on remplace avec les expressions qu'on connaît, c'est-à-dire le travail de la force de frottement vaut moins F fois D, qui est égal à moins l'énergie cinétique en A, c'est-à-dire moins 1,5 fois M fois VA au carré. Alors, on voit tout de suite que les moins vont disparaître. Hein. Hop, ça et ça disparaît. Et on a l'expression de D qui va apparaître assez facilement, qui va être celle-là. Alors, comment est-ce qu'on l'obtient? Donc là, j'ai pas mis forcément le détail des opérations pour obtenir cette expression, mais enfin, elle n'est pas très très compliquée puisqu'on l'a quasiment D. Hein. Donc là, il y a juste F. Je divise par F des deux côtés. Voilà, vous divisez par F des deux côtés. Les moins s'annulent, hein, puisqu'il y a un moins de chaque côté. Donc, il me reste D est égal à... Alors, au numérateur, j'ai M, VA au carré, et au dénominateur, j'ai un 2 et un F. Donc, divisé par 2 fois F. Et une fois qu'on a cette expression, on peut faire l'application numérique. Donc la masse vaut 60 kg, la vitesse au point A c'est 5 mètres par seconde, donc c'est en mètres par seconde, pas de problème. Et la force de frottement nous l'a donné 200 newtons. Donc avec cette force de frottement, si on fait l'application numérique, on trouve 3,75 mètres. Donc on peut réussir à trouver la distance avant laquelle il va réussir à s'arrêter. Voilà les deux exemples classiques que l'on peut rencontrer. C'est toujours de ce même style, hein, toujours la même méthode de résolution. Et donc, il faut vraiment refaire ces étapes, même si elles ne sont pas demandées. Hein, donc, trouver quelles sont les forces qui agissent et voir le travail de chacune des forces, sachant qu'en général, il y a au moins la moitié des forces qui ne travaillent pas, donc on peut les annuler. Et ensuite, appliquer le théorème de l'énergie cinétique en voyant les expressions qui restent. Et puis, on arrive à trouver l'expression de ce qu'on nous demande de calculer. Alors, soit une distance, soit une force de frottement, soit une vitesse au début ou à la fin. Hein, c'est à peu près les expressions qu'on peut nous demander de calculer. Voilà.